Oui, donc pourquoi un tel sujet de débat? En fait, je dois dire que c'était la suggestion d'une personne qui est avec nous, Julia, qui est assise là à ma droite, qui nous a interpellés il y a déjà un moment pour faire un débat sur la science et faire connaître un peu mieux les métiers de chercheurs, les interactions avec la société. Et il nous a semblé que, en effet, c'était un sujet qui se prêtait bien à un de nos débats, dû aux évolutions des dernières années, et qui nous ont convaincus sans grande difficulté du bien fondé de cette question. Je vais donner juste 3 exemples. La pandémie de Covid, qui a soulevé beaucoup de questions sur la place des scientifiques. Les questions liées à l'énergie et à l'évolution du climat. Vous savez que c'est un sujet qui nous est assez cher au débat citoyen. On a déjà fait des choses dessus, mais le questionnement de la parole scientifique est aussi importante dans ce domaine-là. Et puis un troisième point que j'ai soulevé, qui est l'évolution des technologies liées au numérique. Peut-être qu'on pourra en parler. Donc aujourd'hui, ce que nous souhaitons faire avec vous, c'est explorer les attentes que les citoyens ont de la science et aussi comment les scientifiques se positionnent par rapport à elle. Donc nous avons plusieurs scientifiques présents, soit ici, soit des membres de l'association que je vois dans la salle. Je dois dire que je suis moi-même scientifique. On a par exemple Jean-Michel qui est enseignant-chercheur à l'UVSQ en sciences humaines. À côté de moi, on a Patrice Bourdelet qui est directeur de recherche et mérite, ancien directeur des sciences humaines et sociales au CNRS. Julia Boss qui est chercheur en microbiologie à l'Institut Pasteur. Et puis on a aussi la chance d'avoir François Bontemps, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est biochimiste et qui s'intéresse à la structure des protéines ou d'objets plus gros comme les virus, mais qui a aussi une double casquette puisqu'il est responsable d'un cours à l'Institut Pasteur qui a lieu depuis 10 ans, qui est un cours qui fait 4 journées complètes, dans lequel il y a de nombreux intervenants, des scientifiques, des philosophes, épistémologues, des gens qui travaillent sur l'éthique, et qui s'appelle Introduction aux relations entre science et société. Et je vais juste prendre une des phrases qu'il y a dans la présentation de ton cours, qui dit « Ce cours vise à explorer les récentes évolutions des relations entre science et société, tout en proposant des pistes de réflexion et des réponses aux questions qu'elles soulèvent. » Et donc je vais commencer par te donner la parole, François, en posant une question un peu basique. Quelle est pour toi la définition de la science et quelles en sont les caractéristiques principales? Ah oui, merci Nadia de me reprendre là-dessus. Je vous laisse les dire. Pardon François, mais on a un mode de fonctionnement qui marche bien depuis 11 ans, donc on va le proposer encore aujourd'hui. Donc, si on vous a donné des petites étiquettes avec vos prénoms, c'est pour que vous puissiez demander la parole. Et je suis le maître du temps qui, à la fois, vous donnera la parole au fur et à mesure de vos mains levées avec vos prénoms, et qui peut-être, si vous êtes trop bavard, vous demandera de ne pas laisser la parole au suivant. Voilà, merci. Et le débat dure 1h30. Voilà, merci Nadia, excusez-moi, c'est important, c'est vrai. Donc voilà, François, si tu peux démarrer en donnant un peu ton positionnement par rapport à cette question. Et je te remercie de ta venue. C'est moi qui vous remercie tous de m'accueillir ici. C'est une expérience que je n'ai jamais faite et qui m'excite beaucoup, au sens où je trouve ça très intéressant. Je vais peut-être faire ce que je ne devrais peut-être pas, c'est-à-dire de prendre le titre qui était Science et confiance, c'est ça? Science et société, confiance et méfiance. Voilà, pour dire que c'est fondamentalement, à mon avis, pas forcément le... Enfin, je vais vous proposer une autre façon d'entrer dans la question, parce que je ne suis pas sûr que la question de la confiance soit une question particulièrement pertinente en ce moment. J'ai plutôt envie de vous parler de la question des enjeux.
Tu m'as demandé si on peut définir ce qu'est la science. La science, c'est une machine à fabriquer des énoncés, si possible vrais. Donc c'est essentiellement, et ça le devient de plus en plus, les scientifiques sont aujourd'hui des travailleurs du savoir. On est très loin de la figure romantique qu'on a pu avoir à une époque. Et cette machine, elle fabrique des énoncés et elle essaye de fabriquer des énoncés vrais. Et donc, à partir de là, on peut se dire que la science s'interface avec trois sphères. C'est très très caricatural ce que je vous dis. L'une des sphères, c'est tout ce qui relève de la technologie. On a même pu parler à une époque d'une technoscience, de l'idée qu'il ne peut pas y avoir de science sans technologie, il ne peut pas y avoir de technologie sans science, et que la technoscience, on va en reparler, était une force agissante qui pilotait le monde, et donc il fallait peut-être contrôler la science pour contrôler la technoscience, pour voir ce qui allait se passer. Une deuxième sphère qui aussi est claire et qui a des implications importantes, c'est la science, c'est les énoncés produits par la science, normalement, sont censés aussi d'aider à la décision. Donc il y a un interfaçage très très clair entre la science et la sphère du politique au sens très large. On va en reparler très vite. Donc la science, c'est ce qui permet aussi de savoir ce que l'on doit faire et de prendre conséquence, d'avoir une idée des conséquences de ce qui est fait, et donc d'aider à la prise de décision. Et d'où un certain nombre aussi de travaux très importants sur comment on prend des décisions dans un monde incertain. C'était un livre célèbre. On peut citer aussi une phrase qui est extraite de la Stratégie nationale de recherche et d'innovation, un texte qui avait été écrit il y a 10 ans par le ministère et qui disait qu'il ne saurait être pris de décision aujourd'hui si ce n'est en raison. C'est pas dit comme ça, mais ça signifie que toute décision doit être argumentée sur des données mesurables, expérimentables. Une des choses qu'on a reproché à la loi sur la réforme des retraites, indépendamment de la façon dont elle a été promulguée, c'était le fait que toutes les simulations qui auraient dû être faites, ce qui était inscrit dans la loi avant, n'avaient pas été faites. Donc on n'était pas en mesure de prendre une décision, voter ou pas une loi, en fonction de ses conséquences attendues. Et puis il y a un troisième point qui est celui de... alors je vais dire un gros mot, mais enfin je vais dire deux mots. Le premier c'est de l'imaginaire et le deuxième c'est de l'idéologie. La science, c'est en soi-même un moteur pour fournir toute une série ça nous fournit une représentation du monde dans lequel on évolue, ça nous fournit une représentation de ce que nous sommes nous, de la façon dont nous interagissons les uns avec les autres. C'est ce qui va faire le cadre dans lequel nous vivons. Et ce n'est pas simplement un cadre physique, ça ne vous donne pas simplement les grandes lois, c'est aussi un cadre imaginaire. Et donc c'est là où je parle d'idéologie. C'est un cadre qui va nous imprégner et à partir duquel on va se référencer, on va s'orienter, on va décider que telle chose est plus ou moins bonne, telle est plus ou moins mauvaise. Donc il y a une dimension extrêmement importante de science dans la façon dont nous appréhendons nos relations au reste du vivant et au reste du monde et aux autres personnes qui sont autour de nous. Quand je dis que la question est un enjeu, c'est que autant ces trois choses sont faciles à identifier, autant en fait aujourd'hui ce qu'on constate, c'est qu'elles lèvent toutes les trois des enjeux essentiels et des enjeux conflictuels qui deviennent très très lourds. Et de ce fait, la science est prise dans un réseau de conflictualité parce qu'elle est liée à ces trois enjeux et parce que dans ces trois enjeux, il y a de la conflictualité autour de la science. La technologie, c'est évident. C'est la critique de la science à travers la critique de la technologie n'est pas nouvelle. Ça date des années 70, ça date de Ellul, ça date de tout un tas de gens qui ont remis en question justement cette technoscience comme emmenant le monde dans une direction catastrophique, et la science étant responsable ou liée à cette technologie dans la façon de voir ces choses-là, la science était partie prenante de cette conduite vers un abîme. De façon plus peut-être importante aujourd'hui, il y a cette idée que quand on demande aux chercheurs... J'ai combien de temps ? D'accord. Quand on demande aux chercheurs de travailler aujourd'hui, du fait des réformes qui ont été amenées, qui font que les scientifiques sont de plus en plus amenés à travailler dans ce cadre-là, on voit qu'on nous demande en gros de façon de sauver l'économie européenne, on nous demande de sauver le monde, on nous demande de sauver nous, enfin vos santé, etc. Mais on demande de vous sauver ou de nous sauver dans un cadran qui est par de la technique et dans un cadre de marché. Voilà. Nous sommes censés explorer un cadran qui est le cadran technologie-marché. On pourrait très bien imaginer un cadran totalement opposé, socialiste et à base de choses qui ne soient pas de la technique. Et ce cadran est très très peu exploré. Quand on pense aux problèmes climatiques,
on pense à des solutions de technologie, on ne pense pas à des solutions qui seraient des solutions de réorganisation de la société, des transports, etc. Donc, il y a un enjeu, une tension majeure entre ceux qui nous financent et vont dans cette direction et tous les gens qui n'ont pas envie d'aller dans cette dimension et où la science est prise. De même, dans le cadran de politique, il y a une dizaine d'années, on a travaillé avec un collectif qui s'appelait ALICE, Alliance Sciences Société, qui est un collectif qui réunit aussi bien des associations comme la vôtre et comme d'autres, que des structures universitaires, que des structures ministérielles et autres. Donc c'est une très grosse machine. Et l'idée de base, c'était, nous avons créé un objet qui s'appelle le tiers secteur de la recherche. À l'époque, on l'avait appelé le tiers état de la recherche, mais bon, c'est un peu compliqué. Et ce tiers secteur de la recherche, c'est l'ensemble des personnes qui sont intéressées soit à faire de la science, soit à avoir de la science faite, mais qui ne sont ni membres du monde académique, ni membres du monde industriel. Il y en a beaucoup. Donc il y a beaucoup de gens pour qui font de la science et qui n'ont pas les moyens de la faire et qui se demandent pourquoi ils n'ont pas les moyens de la faire. Il y en a beaucoup pour lesquels ça serait un enjeu économique ou autre. Et il y a surtout cette idée que si à l'époque on voulait exister dans le débat public, vous êtes riverain d'une rivière, vous voulez pouvoir montrer que cette rivière est polluée par une entreprise, intenter un procès, enfin, il faut disposer de données de science, il faut disposer de mesures, donc il faut disposer de gens qui soient capables de faire ce travail pour vous. Or, ce que toutes ces associations disaient, c'est eux, ils ont les moyens, eux, c'est l'État, les entreprises, nous, on n'a rien. C'est totalement anormal. Donc, il y avait une remise en cause du système qui veut que la science soit payée essentiellement par l'État et par des entreprises, par toute une frange de la population qui disait nous, on n'a pas les moyens d'exister dans ce débat-là. Je pense que ces deux combats, il y en a un, il est perdu pour nous. Voilà, ça fait longtemps qu'on est maintenant payé et qu'on a accepté l'idée qu'on fonctionnait sous le régime des systèmes d'appel d'offres et autres qui nous a totalement hétéronomisés, donc qu'on est effectivement accroché très fortement au monde industriel et technologique. Celui d'Alice, c'est toujours vrai, mais c'est plus tellement l'enjeu parce que fondamentalement aujourd'hui, je pense que le combat essentiel, c'est le dernier, c'est le combat idéologique. En réalité, nous ne sommes pas dans un monde où les gens n'ont pas confiance en nous. Nous ne sommes même pas dans un monde où il s'agirait d'aller expliquer ce qu'on fait aux gens pour qu'ils reprennent confiance en nous, en la science. Nous ne sommes pas dans un monde obscurantiste. Nous sommes simplement dans un monde où des combats ont lieu et des combats qui, d'un côté, reposent sur un imaginaire qui est celui que nous pouvons nourrir, et d'autres sur d'autres imaginaires, des imaginaires de puissance, des imaginaires d'inégalités très très profondes qui font qu'un petit nombre de personnes se disent que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils arriveront très bien à s'en sortir et que ce n'est pas leur problème. Des imaginaires dits de long terme. Il y a quand même tout un tas de gens qui disent que l'avenir, enfin, de devenir de l'humanité, c'est de quitter son corps physique, c'est d'entrer dans des corps de silicium, c'est d'aller coloniser la galaxie, c'est à très long terme ce qui se passe aujourd'hui de toute façon servira à l'humanité parce qu'elle lui servira à essaimer, et que ce qui va se passer entre-temps, on s'en fout. Et que de ce fait, quand vous arrivez en disant toutes les données de science disent qu'entre-temps on aura dégradé la planète, ce n'est plus le problème, ce n'est plus l'heure. Je veux dire, les imaginaires qui nourrissent la Russie d'aujourd'hui, la Chine, y compris même les États-Unis d'aujourd'hui, ne sont plus des imaginaires qui correspondent à l'imaginaire de la recherche, qui est celle du réel, du rationnel, de la discussion argumentée, de la façon dont on construit ou pas une décision, savoir si un énoncé est vrai ou pas. Ce sont des imaginaires qui reposent sur de la force, sur de la manipulation, sur toute une série de choses. Donc, quand je dis que pour moi la question n'est absolument pas la question de la confiance, c'est tout simplement parce que la recherche se retrouve prise entre ces trois pôles dans des choses qui aujourd'hui sont devenues très très conflictuelles, et que la position hégémonique qu'on a occupée pendant très longtemps en tant que chercheur dans l'espace public, qui consistait à dire nous sommes les garants du vrai, et à partir de là c'est nous qui définissons le vrai. D'abord, il y a eu des tas de gens, y compris en interne. On pourrait discuter entre SHS et hautes sciences de l'effet d'un certain nombre de gens, Bruno Latour en particulier et de son école, sur la déconstruction de tout ça. Une partie de cette déconstruction était nécessaire, une partie était peut-être un peu trop puissante. Ça a conduit à un relativisme qui était parfois dangereux. Mais on n'occupe plus cette place. Aujourd'hui, nous sommes devenus au mieux un outil, et un outil qui doit comprendre comment il est pris dans cette triple structure. Donc
viendra peut-être sur ce que je peux vous proposer comme idée pour, autour de cette réflexion, mais je vais rendre la parole là tout de suite. Peut-être que Juliette, tu veux aussi partager un peu ton expérience de communication en tant que chercheuse, Oui. dire sur quoi tu travailles, comment tu es amenée à interagir avec les différents médias et comment tu vois l'interaction. Donc, bonsoir à tous. Donc, je suis Julia Boss, je suis chercheuse en microbiologie à l'Institut Pasteur. Donc, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que François a dit. Je partage beaucoup de ses points. Après, en plus de ma fonction de chercheur, je participe beaucoup à des actions de communication avec le public, pour le coup. Donc, j'écoute aussi les demandes et je sonde un petit peu la compréhension de la science du public depuis les 10 dernières années. Et ce que je pense, c'est qu'on n'est pas qu'un outil non plus. Je pense aussi qu'on a besoin de rétablir une confiance avec le public. Parce que la confiance, certes, on l'a au niveau des institutions, mais avec les jeunes générations, elles sont extrêmement démotivées à entreprendre ces longues études. Et la question, ça sert à quoi? En termes de rentabilité, de visibilité et tout ça, c'est pas très, très, très attractif. Et de comprendre à quoi servent les sciences, je pense que les jeunes générations ont vraiment besoin de l'entendre et c'est à nous, en tant que scientifiques, d'avoir cet acte citoyen et d'aller vers les autres pour aussi expliquer des choses vraiment toutes simples et toutes bêtes de, par exemple, une journée, qu'est-ce qui se passe au laboratoire pendant une journée de recherche. Je pense qu'il y a peut-être, vous avez une idée en ayant peut-être regardé le documentaire, je ne sais pas quelle est l'audience ici, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'imaginent pas notre quotidien. Donc si vous avez des questions, elles sont absolument bienvenues. Quant à ma fonction donc, de chercheuse, je regarde précisément la résistance aux antibiotiques. Donc je suis microbiologiste, je regarde les bactéries évoluer en temps réel sous un microscope. Je les stresse avec des doses d'antibiotiques pas trop fortes pour ne pas les tuer. En fait, je voulais vraiment les regarder s'adapter en temps réel. Donc finalement, on regarde une population de microbes qui ressemble énormément à une société d'humains, parce qu'elles ont plein de comportements hétérogènes. Donc il y a des égoïstes, il y a des altruistes, il y a des comportements de groupe, il y en a qui vont prétendre ne pas avoir la drogue et puis soudainement se réveiller. Donc il y a des opportunistes. C'est assez fascinant. Donc après, on essaie de quantifier ces phénomènes-là et de trouver des mécanismes de résistance pour pouvoir ensuite trouver une cible qui serait intéressante pour améliorer soit le fonctionnement d'un antibiotique, soit éventuellement de trouver, de combiner différents antibiotiques pour améliorer leur action. Exactement. Merci Nadia. Donc si vous avez même des questions par rapport à ce thème-là, n'hésitez pas à m'interpeller. Et voilà, donc dans les journées où je participe en fait avec les jeunes, c'est soit en école primaire, soit dans les collèges. Et ma dernière expérience, par exemple, j'ai été contactée par 3 profs. Il n'y avait qu'une prof de sciences, mais il y avait une prof de français et une prof d'art plastique qui avaient un projet commun, à savoir la notion, faire une différence entre croyance et savoir, donc, opinion et savoir. Et en fait, ils avaient monté un projet comme ça avec leur classe de 3e, et ils avaient laissé les jeunes émerger leurs propres questions, et ensuite on en a discuté. Après que je leur ai donné une petite présentation très, très informelle sur comment se passe une journée au laboratoire et finalement comment est-ce qu'on forme les jeunes à la démarche scientifique et tout ça qui est à l'essence même de la notion de savoir. Et donc voilà, les jeunes interagissent et moi je suis toujours très, très surprise d'avoir des questions naïves et en même temps excellentes, finalement, qui me permettent de sonder où est-ce qu'on en est en termes de savoir et finalement les lacunes que les scientifiques n'ont pas su transmettre, peut-être à travers des communications simples, soit à travers les médias, ou peut-être on n'est pas assez invité, ou on n'est pas assez formé aussi à vulgariser la science. Ça se fait de plus en plus, mais ça c'est un petit pont qui est crucial pour en fait permettre aux gens de comprendre ce qu'on est en train de faire, parce que finalement notre recherche aussi elle est quand même financée par vos impôts, donc vous avez le droit aussi de comprendre de façon très très ouverte ce qu'on est en train de faire. Et l'Institut Pasteur en particulier a mis sa page web aussi un petit peu rénovée, dans le sens où maintenant on a des petites vidéos qui expliquent les dernières découvertes d'une façon très simple. Donc ce n'est pas des découvertes majeures,
mais ce sont des papiers, des publications, qui sont résumés sous la forme d'une petite vidéo de 1 minute, où on explique avec l'aide de petites images les découvertes. Et ça se fait de plus en plus d'institutions. Donc je pense que je vais laisser la parole à mes collègues et au public, parce que c'est à vous d'interagir avec nous. Et je vous remercie. Si vous avez questions, remarques, commentaires, n'hésitez pas. Vous montrez bien vos papiers. Voilà. Marc, on le connaît, donc Marc, vas-y, tu peux prendre la parole. C'est comme Marie au début, avec un C. D'accord, mais je sais qui tu es. Il est branché, c'est bon. Bien écoutez, justement, je voudrais rebondir sur les macrophages et le fait que les macrophages ont continué d'être cultivés en URSS et dans les pays de l'ancien bloc soviétique, à ma connaissance. Alors, moi, excusez-moi, je ne suis pas scientifique. Mais ils ont continué d'être cultivés, ces bactériophages, alors que les antibiotiques portés par le marché de l'économie post-capitaliste, enfin, plutôt que néo d'ailleurs, fait que les antibiotiques, de par leur marchandisation effrénée, ne fonctionnent plus que très relativement. Non, parce que je trouve que aborder finalement le thème de la science et de la confiance par ce sujet-là, puisque vous êtes chercheuse en microbiologie et spécialiste de ce domaine, je trouve ça intéressant justement. Et je sais que des patients chez lesquels il y a un besoin d'antibiotiques, mais dont les antibiotiques sont totalement en échec, vont se soigner par exemple à Tbilissi en Géorgie parce que eux ont continué à développer et à cultiver ces bactériophages. Et j'ai vu d'ailleurs récemment le témoignage d'un médecin à la Pitié-Salpêtrière. Alors moi je vous cite ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il a réussi à soigner une patiente en utilisant des eaux provenant de toilettes de l'hôpital de la Pitié. Et à partir de ces déjections et du fait qu'il a réussi à cultiver des bactériophages, sa patiente a pu être guérie et elle était en échec et le pronostic vital était engagé par rapport au traitement antibiotique. Voilà. Donc ça pose en effet, d'ailleurs vous m'avez fait penser à Liu Cixin, le problème à 3 corps, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en mécanique, je ne suis pas scientifique du tout, mais les interactions entre 2 corps sont prédictibles. Les interactions à partir de 3 corps le sont nettement moins. Et là, on est bien dans un contexte d'imprédictibilité totale, en fait, par rapport à... Voilà. Puis ça pose aussi plein d'autres questions sur la formation des scientifiques, c'est-à-dire que sont devenues nos élites. J'ai un fils qui est passé par les grandes écoles et une formation scientifique centrale, mais qui évidemment a fait une formation ensuite avec le SCP Paris, a commencé par travailler dans le trading à New York, et puis qui a quitté au bout d'un an parce qu'il a considéré que c'était ignoble, c'est-à-dire le contraire de ce qui n'est pas noble. Et si vous voulez, ça pose la question en effet de quel pays forme des scientifiques majoritairement, et quel pays forme des têtes bien faites, certes, enfin bien pleines en tout cas, bien faites, mais forment à partir d'écoles de commerce et ou du droit qui va avec ce droit du marché, puisque le marché, si le marché fait loi, évidemment là ça devient très très compliqué. Bon, bref, mais revenons à la question. Il y a beaucoup de choses. Quant à la culture des bactériophages, voilà. On va passer la parole. Là, tu as abordé pas mal de points, donc je vais passer. Julia va te répondre après, mais j'aimerais bien aussi qu'on ait un peu l'avis de Patrice qui est dans un domaine des... Alors, bon, il n'y a pas de problème. Et puis après... Alors, il se trouve que j'ai eu un étudiant qui a fait sa thèse avec moi sur l'histoire des rennes. Eh ben, alors. Mais j'ai oublié. Merci. Donc, les bactériophages. Merci d'avoir relevé, parce que moi j'étais partie sur les macrophages. Mais donc les bactériophages, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un virus de bactéries. Donc ce virus ne va pas tuer les cellules humaines, mais est spécifique des bactéries. Donc il va aller s'implanter
dans la paroi bactérienne et délivrer son ADN pour ensuite entraîner la destruction de la bactérie. Donc c'est pour ça que c'est une alternative en fait aux antibiotiques pour détruire les bactéries soit pathogènes, soit résistantes aux antibiotiques. Donc la question de pourquoi est-ce que c'est développé que dans les pays de l'Est et qu'il n'y a pas d'attractivité en Occident, je n'ai pas la réponse complètement fondée. Une partie est que ces bactériophages, déjà il faut les isoler à partir du sol, des fleuves et tout ça. Et il y a un degré d'interaction très très spécifique avec la bactérie, alors que l'antibiotique va avoir un spectre d'action très large sur plein de bactéries. Donc ça, c'est en termes de spécificité. Donc je pense que la patiente aussi a eu beaucoup de chance d'avoir bénéficié d'une culture de phage qui lui était bénéfique. Mais on pourrait très bien travailler dans ce domaine et essayer de cultiver plein de phages de façon à après avoir tout un catalogue pour pouvoir faire du cas par cas. Ça, je ne sais pas encore pourquoi c'est pas fait. Les phages sont aussi beaucoup plus sensibles à la température que les antibiotiques. Donc c'est des êtres vivants quand même, c'est des virus, donc on doit les conserver à des températures. Peut-être en termes de conservation, c'est plus compliqué. Donc effectivement, c'est une vraie course entre la phagothérapie et l'antibiothérapie. Donc les scientifiques sont dessus. J'espère qu'on y verra le jour bientôt pour combiner en fait les deux forces et ensuite détruire ces bactéries résistantes. Alors, pour ajouter 2 éléments, le premier c'est qu'en fait on continue à travailler, y compris à Pasteur en ce moment, sur la phagothérapie et que ça n'a jamais arrêté. Donc c'est pas un simple désintérêt. La raison essentielle du fait d'utiliser des antibiotiques et pas des phages, c'est que c'est infiniment plus compliqué de manipuler des phages et c'est infiniment moins puissant. Vous avez un malade, vous lui donnez un antibiotique et en essayant 2-3 trucs, vous soignez la maladie. Vous avez un malade, le phage, vous ne pouvez pas le lui donner par voie orale. Il faut admettre que la plaie, l'endroit où vous allez mettre les phages, va être accessible directement, soit par une injection, que vous connaissez le bon phage. C'est un matériel vivant qui va muter, donc qui va évoluer très très vite. Ça pose des problèmes extrêmement importants, c'est-à-dire que si vous mettez un phage et que ce phage est libéré dans le reste de votre organisme et qu'il mute, rien ne vous garantit qu'il ne va pas aller détruire la totalité de votre microbiote. Donc la phagothérapie, c'est pas... Autant l'antibiotique, ça a été la magic bullet qui a permis de soigner quand même, je veux dire, il y a 3 chiffres. Hein. En 1800, il mourait 30% des enfants un an après la naissance. En 1900, juste avant la Seconde Guerre mondiale, on était à 50%, on était à 15%, à la moitié de ce nombre, et aujourd'hui on est à 3 pour 1000. Et les 2 choses qui ont permis de sauver tous ces enfants, c'est les antibiotiques d'un côté et les vaccins. Dans l'autre ordre, les vaccins et les antibiotiques. Donc les antibiotiques, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est le début de la médecine moderne. Donc je veux dire, les antibiotiques ont vraiment révolutionné les choses et les phages ne sont pas capables de faire ça. Donc les phages, ça peut être utilisé comme une seconde ligne de défense au cas où les antibiotiques sont inopérants, mais en aucun cas un phage, la phagothérapie ne pourrait remplacer ce que fait une antibiothérapie aujourd'hui dans la plupart des cas. Vous ne pouvez pas administrer un phage comme vous administrez un antibiotique. Alain, tu voulais prendre la parole? Ça fonctionne. Oui, moi je voudrais sortir du microscope pour parler un petit peu d'écologie. Vous avez abordé la question tout à l'heure. Le président de la République l'a rappelé dans un discours en 2023. Pardon. La science et la recherche permettent de construire la croissance. Donc la question que je me pose, qui en découle un peu, la science et la recherche sont-elles compatibles avec une sobriété écologique ? Marie-Sylvie. Donc j'avais deux réactions à vos 2 interventions. La première, c'était sur la vulgarisation. Vous dites que ça se développe maintenant. Moi, j'ai un souvenir pendant mes études d'un directeur de recherche qui parlait de façon très méprisante de son voisin de labo, comme quoi ce n'était qu'un vulgarisateur. Donc on ne pouvait pas être chercheur et vulgarisateur en même temps. Donc ça, c'est bien si ça évolue. Et est-ce que donc, vous travaillez avec... Il y a pas mal d'associations quand même de vulgarisation scientifique.
voilà, est-ce que les petits débrouillards, etc. etc. Ça, c'était bon pour vous. Et la deuxième, c'était par rapport aux personnes qui n'ont pas leur place, par rapport aux sciences, que vous avez dit. Est-ce que vous, comment dire, est-ce que vous travaillez, peut-être pas trop dans vos domaines, vous, avec les sciences participatives? Parce que c'est quelque chose qui se développe quand même beaucoup. Il y en a beaucoup. Beaucoup, dans la santé entre autres, mais beaucoup aussi en biodiversité. Moi, c'est celle avec lesquelles je travaille. Donc, parce que je travaille sur les sciences participatives biodiversité pour l'enseignement agricole. Et donc, ça relie aussi le côté pédagogique avec les jeunes, justement, pour qu'ils puissent être moins méfiants, s'ils comprennent ce qu'on fait, s'ils récoltent les données, s'ils sont en liaison avec les chercheurs directement. Comme ça leur permet d'avoir plus de compréhension du système et peut-être mieux de confiance. Merci. Peut-être qu'on va faire, c'est qu'on va passer la parole à Patrice, peut-être qu'il voudrait réagir à la question d'Alain, et puis après à Julia et à François sur les questions qui ont été soulevées par Marie-Sylvie. Merci. Oui, alors du coup, je vais reprendre et rebondir sur ce qui vient d'être dit. Alors moi, je ne suis pas de la même génération que vous, et j'ai été démographe d'abord, donc au fond, voilà. Si nous étions en 1900, parmi nous, une bonne moitié ne serait pas dans la salle. Donc, et entre l'accumulation des connaissances, pour être un peu plus large que la science telle qu'on la présente souvent, entre l'accumulation des connaissances, les mises en œuvre politiques au 19e, début 20e, et les découvertes médicales, effectivement, plus la généralisation de la sécurité sociale, par exemple, et l'accès aux soins, on a eu ce grand changement qu'on connaît aujourd'hui, tel que, au fond, on a même un déplacement du pied de la courbe de survie, comme on dit, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une pandémie des invalidités des vieux, on a l'âge maxi à la mort qui est en train de bouger, et donc de faire glisser toute la courbe vers la droite du spectre. Donc ça, c'est une première chose qui est pour moi très importante, parce que en fait, je viens de publier un livre il y a 2 mois aux éditions du CNRS qui est intitulé « Résister au souffle de l'épidémie » et qui m'a été demandé après le Covid, qui a été pour moi une période très tranquille dans ma maison d'Hermeret, mais très dure parce que j'avais 3-4 journalistes par jour au téléphone. Et j'en suis sorti, j'avoue, fin juin, j'étais épuisé, pas par le Covid, mais par les journalistes. Ce qui m'a permis d'ailleurs de mesurer à quel point tout ce que nous pensons assimiler ne l'est pas, y compris des choses basiques. Alors, comme je suis plus vieux que vous, déjà quand j'avais 30 ans, on parlait qu'il fallait aller dans la rue, dans les écoles, et faire de la vulgarisation, comme on disait à ce moment-là, sans prendre garde à la terminologie. L'essentiel, c'était d'y aller. Et au fond, ce au quoi nous tournons autour de 2 questions, au fond, essentielles, pour la connaissance et pour la science à la fois, c'est ce qu'est une administration de la preuve acceptée et partagée. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui fait la force des complotistes, c'est aussi, outre le fait, je vais revenir sur les sciences participatives, parce qu'il se trouve qu'au moment où je dirigeais ce grand ensemble du CNRS, on a lancé les sciences participatives, avec le Muséum d'histoire naturelle, par exemple, mais pas que. C'est aussi l'époque où la NASA ouvrait à tous les astronomes amateurs ces fichiers, et certains d'entre eux ont trouvé des nouveaux astres. Donc, ce faisant, vous voyez bien que le déplacement, il est aussi de trouver de la main-d'œuvre gratuite, au passage. Donc c'est très bien, mais ça permet de faire avancer la connaissance, et je pense surtout de partager. De partager quoi? Les questions, les méthodologies, la façon de rassembler, de vérifier des données. Parce qu'il n'y a pas de connaissance ni de science sans données vérifiées. Et ça, si vous voulez, c'est ce qui peut faire notre force par rapport aux complotistes de tout poil. C'est ce qui fait aussi, c'est ce qui est aussi l'objet souvent par manque de transparence, parce que il n'est pas toujours possible de rendre transparentes des données. On le sait bien. C'est facile à dire comme ça, mais après,
quand on vous dit il faut rendre vos données publiques, vous dites oui, attendez, je fais comment? Il faut passer 6 mois à les expliquer, il faut tout nettoyer, l'organiser pour que ça soit transmissible, etc. etc. Donc, il y a vraiment les deux domaines, je pense, en termes, pour rebondir sur ça, puis je termine là-dessus. Pour nous, je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel de développer les sciences participatives quand c'est possible, chaque fois que c'est possible. Et même si ce n'est pas tout à fait possible, on peut y aller. Ça ne fera pas de la donnée comme on le souhaiterait, mais on le sait. Et on peut, après, enfin je dis ça, c'est un peu, ne le prenez pas comme du mépris surtout. Mais l'essentiel, c'est de savoir quelles sont les données totalement fiables et celles qui le sont un peu moins. Bon. Mais voilà. De les partager, ces méthodes et ces démarches, parce que c'est sans doute notre meilleur argument pour les jeunes générations. Voilà, allez. Donc, pour moi, l'argument pour les jeunes générations, c'est vraiment de leur donner les codes de lecture d'un article, mais qu'il soit scientifique ou d'un tout autre champ. Il faut qu'ils arrivent déjà à se concentrer plus que le titre et qu'ils arrivent à lire l'article en entier. Donc il y a un énorme effort maintenant d'analyse. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait cet effort-là, vérifier les sources et décoder les codes pour comprendre en fait l'argumentaire, savoir si on est capable de le distinguer d'une opinion ou de faits scientifiques ou de sciences humaines. Enfin, trouver vraiment les aider à décoder les sources. Pour moi, ça c'est vraiment fondamental. Et ça doit s'apprendre vraiment dès le plus jeune âge. On ne doit pas attendre d'être moyennement adulte ou jeune adulte, quoi. C'est vraiment dès le plus jeune âge avoir un esprit critique et avoir ce goût de l'effort d'aller jusqu'au bout pour lire un article ou ne pas d'avoir le cerveau complètement bouffé par les shorts ou les petits tweets ou juste ce que les jeunes regardent aujourd'hui, quoi. Donc, en ça, mes déplacements visent vraiment à stimuler les jeunes. Ayez confiance en vous, vous êtes capable de comprendre. Vous avez un cerveau fait pour, vous pouvez analyser et ne vous laissez pas juste tomber dans cette masse d'abondance d'informations dans laquelle vous vous noyez. Au final, après, il y a une illusion des connaissances qui crée le complotisme le complotisme ou même juste le scepticisme. Et essayez plutôt de filtrer, arrêter les notifications, lisez que 1, 2, 3 petites choses par jour et ça suffit. On n'est pas obligé d'être inondé par toutes ces informations et de comprendre tout parce que de toute façon le cerveau n'a pas la capacité de tout processer. Donc il y a ça qui est un problème majeur avec le fait qu'eux aussi ils ont cette dopamine de vouloir avoir plus et du coup il faut trier. Donc trier, filtrer, choisir un petit peu mais le faire bien. Et pour répondre à la sobriété énergétique, je pense que c'est une question fondamentale aussi. Est-ce que c'est possible? Je dirais non. Mais je prends l'exemple de l'Institut Pasteur. On fait des efforts dans cette direction. Il y a une Dream Team dans laquelle je ne fais pas partie, mais dont j'ai eu écoute un petit peu des directions qu'ils veulent mener. Donc il y a beaucoup dans cette direction pour que les chercheurs qui consomment avec l'IA, avec le plastique, on va dire, avec l'eau, en fait, on a toutes les ressources, on les utilise tous les jours quand même en abondance, d'accord ? On ne manipule pas dans des pipettes en verre. Le tri de plastique qu'on fait, moi, des fois, j'ai mal au cœur de voir nos poubelles remplies de plastique, mais on n'a pas le choix, en fait. Si on veut faire une science propre et reproductible, c'est comme ça que ça se passe. Plutôt que de laver des tubes et avoir des contaminants, etc., on est obligé de passer par là. Donc, est-ce qu'on freine le rythme ? On fait plus doucement. Et dans ce cas, on est un peu plus sobre. Après, il y a d'autres actions. On fait de plus en plus maintenant aussi de séminaires en visio et plus à se déplacer, comme on faisait de façon outrancière avant. On a aussi quand même des directions par l'Institut qui nous disent si vous voyagez en Europe, vous favorisez le train, vous ne déplacez plus en avion. Ça va quand même dans le sens. On fait vraiment un effort citoyen à notre petite échelle. Alors, pour revenir sur votre question, en fait, vous illustriez totalement mon premier point, de dire que fondamentalement, ça dépend de quelle recherche on fait et avec quel présupposé. Comme je vous disais, aujourd'hui, on fait une recherche qui part de l'idée que les solutions, c'est ce que vous citiez comme phrase,
D'abord que la recherche est essentiellement faite pour l'économie, c'est l'agenda de Lisbonne, qui dit faire de l'Europe la première puissance économique du monde grâce à la société de la connaissance. Donc c'était clair que nous étions payés pour ça. C'est toutes les réorganisations qui ont lieu depuis 1990, depuis Olga Novotny et Gibbons sur le second mode de la connaissance. Donc toutes ces choses-là visent à faire de la recherche quelque chose au service de l'économie. Donc à partir de là, vous avez la réponse à votre question. La recherche qu'on nous demande de mener, elle est bien évidemment au service de la croissance. Elle est au service de la croissance dans un monde dont on peut anticiper que la croissance ne peut pas être infinie. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'où cette idée qu'effectivement, il y a tout plein de gens qui disent, vous faites une recherche qui est détrimentale, il faudrait faire autre chose. On pourrait faire autre chose. Ça ne pose aucun souci. Je veux dire, d'une certaine façon, nous, si on nous demande de travailler dans d'autres cadrans, on le fera sans aucun problème. Ce n'est pas inscrit dans nos gènes de chercheurs que de chercher obligatoirement dans ce cadran-là. Donc ça, c'était pour la première. La deuxième, c'est bien évidemment, il faut faire du travail vis-à-vis de tout le monde. Bien évidemment, les sciences participatives sont quelque chose d'absolument fondamental et créer des interactions entre les chercheurs et le reste de la communauté est essentiel, en sachant qu'il faut quand même se poser la question de ne pas être dans un mode trop diffusionniste. C'est pas nous allons apprendre aux gens ce qu'ils doivent savoir. On doit être dans des démarches infiniment plus réflexives, ce qui relève d'ailleurs aussi de cette question. Il faudrait peut-être avoir des structures qui nous permettent davantage de savoir quels sont les types de recherches qu'on souhaiterait faire, quelles sont les questions qui sont parfois parfaitement légitimes que les gens se posent, et d'être formés pour être capable d'y répondre. Donc tout ce qui est formation, tout ce qui est appui à la compréhension de ce qui est vrai ou pas, etc., tout ça c'est absolument essentiel, il faut le faire. Maintenant, il faut remonter d'un cran. Le cran sur lequel il faut remonter, c'était mon dernier point, c'est qu'aujourd'hui ce qui est en cause, c'est le réel. Je veux dire que la première chose peut-être sur laquelle nous, en tant que chercheurs, on doit se battre, c'est passer justement d'un projet économique de la recherche. La recherche est au service de l'économie vers un projet politique de la recherche. La recherche, elle défend quelque chose qui est le réel, ça existe. Parce que notre plus grand ennemi aujourd'hui sur la planète, c'est tous les gens qui vous expliquent que le réel, ça n'existe pas. Ou plutôt que le réel, c'est ce qu'ils ont l'intention d'en faire. Donc déjà dire le réel, ça existe. Dire nous sommes capables d'énoncer des faits sur ce réel. Et ces faits s'imposent. Dire quand vous prenez une décision, vous avez le droit de prendre toutes les décisions que vous voulez. Ce n'est pas notre problème, les décisions qui seront prises par le politique. Mais il faut être capable d'en mesurer les conséquences. Si vous allez dans une société de telle nature, c'est ça le prix. Si vous allez dépenser du carbone, vous pouvez, je veux dire, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. On a le droit de forer et d'extraire jusqu'à la dernière goutte de carbone de la planète. Ça sera ça le prix. Et il faut non seulement que les gens qui prennent ces décisions en connaissent le prix, je pense qu'ils ne sont pas cons et qu'ils le connaissent, il faut que tout le monde sache le prix des décisions qui sont prises par les gens. Parce que ce n'est qu'à cette condition-là que peut-être on votera un peu plus intelligemment ou un peu moins stupidement dans tout un tas d'élections, ou peut-être qu'on prendra conscience d'un certain nombre d'enjeux essentiels, ou peut-être qu'on acceptera nous-mêmes de faire des sacrifices. Je veux dire, il y a des choses, il n'est pas évident qu'on puisse gagner sur tous les tableaux. Mais ce que je veux dire, c'est que ces énoncés qui sont, et c'est là où je dis qu'on rentre dans un changement de paradigme. Nous ne sommes plus simplement les gens qui produisons du savoir. Nous sommes des gens qui, et je ne devrais pas le dire, mais voilà, je vais le dire, qui sommes porteurs d'un projet politique. La recherche est porteuse d'un projet politique. Et ce projet, c'est ce que je viens de vous dire. Le réel, ça existe. Les faits, ça existe. Et les décisions que vous prenez, nous pouvons, nous, vous aider à en calculer les conséquences. Si vous ne le faites pas, le monde va le faire pour vous. Voilà. Donc, je pense qu'il faut construire une couche de substrat qui est essentiel, mais que dessus, il faut passer dans quelque chose qui est beaucoup moins consensuel, et c'est certainement pas consensuel au niveau du monde même des chercheurs. Il faut admettre l'idée que nous sommes porteurs aussi d'un projet politique. Renaud et ensuite Jean-Michel. Oui, je vais reprendre quelques aspects et je voudrais peut-être partager une expérience dans laquelle je suis impliqué. Donc, il y a un point qu'on n'a pas encore complètement mentionné, c'est l'histoire du temps de la recherche par rapport au temps décisionnel. Donc là, on était évoqué le fait qu'il y a des finalités, des notions d'applicabilité de la recherche. On l'entend dans les différentes remarques. Au niveau individuel, la plupart des chercheurs sont des gens qui ont envie de produire de la connaissance. Il y a un côté
très égoïste de faire un métier de chercheur. C'est beaucoup de curiosité et d'avoir envie d'aller creuser dans l'endroit qui nous intéresse le plus. Hein. Ça, il ne faut pas le cacher non plus. Et il y a plein de gens qui, avant l'idée de faire des choses qui vont être appliquées à la société, veulent creuser parce qu'ils sont curieux et qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, ce qu'ils ont sous les yeux. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument conserver, puisque, comme vous le savez sûrement, il y a beaucoup d'applications qui découlent bien des décennies après de découvertes très fondamentales qui ont été produites simplement parce que quelqu'un a voulu regarder quelque chose. On parlait des antibiotiques, c'est comme ça que ça a été découvert. Donc cette notion de produire de la connaissance versus des pressions pour produire des choses applicables à la société, c'est un vrai problème. Mais même dans cet aspect de retour vers la société, de ce que peuvent faire les scientifiques, on se rend compte que tout n'est pas au même niveau. On sort là de la grande messe du Téléthon, où on voit qu'il y a besoin de la générosité de beaucoup de gens pour faire avancer certaines recherches. On pourrait penser ne pas devoir dépendre de la générosité des gens, mais il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de domaines qui n'intéressent, et de domaines de maladies, je parle, qui n'intéressent pas des industries parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui sont atteintes de ces maladies pour en faire un enjeu économique. C'est ce qu'on appelle les maladies rares. Et je suis président du conseil scientifique d'une association d'une maladie rare qui, actuellement dans le monde, il doit y avoir 200 ou 300 enfants qui sont atteints de cette maladie. C'est une maladie neurodéveloppementale qui a été découverte il y a très peu de temps, il y a moins de 10 ans, une dizaine d'années. Et ça pose des vraies questions de est-ce que on pense qu'il y a possibilité de développer des thérapies pour ces patients, mais qui va soutenir ce genre de projet en sachant qu'il n'y aura pas de bénéfices économiques pour les entreprises qui vont faire ça. C'est une vraie question et je pense que la société doit aussi s'emparer de ce genre de sujet. Voilà ce que je voulais dire. Oui, moi je suis anthropologue à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et je travaille dans un laboratoire qui expérimente de nouvelles voies pour essayer d'améliorer ce lien entre science et société, le CERC. Nous travaillons avec des communautés en France, mais aussi des communautés à l'étranger, notamment dans l'Arctique, au Groenland, en ce qui me concerne. Et ce qu'on a pu voir, et c'est là où j'aimerais moi me faire l'avocat d'une nouvelle approche, c'est l'approche de coproduction des savoirs, c'est ainsi qu'on l'appelle. On l'appelle aussi la transdisciplinarité, c'est-à-dire aller plus loin que simplement faire de la science dans la société, mais sans la société, faire de la science avec la société. Et ça veut dire, par exemple, travailler dans des communautés avec des membres de cette communauté qui vont être intégrés à tous les niveaux des projets de recherche, pas seulement de la science participative, qui est en fait de la collecte de données, je n'irai pas jusqu'à dire du travail gratuit, mais voilà, c'est surtout de la collecte de données. Là, ce qui est intéressant, c'est déjà de la conception du projet avec les gens qui ont intérêt à cette science, à ces études, et qui vont nous orienter vers des bonnes questions que nous ne nous serions pas posées, parce que la science, comme vous l'avez expliqué, elle est produite par le contexte, elle est produite par le contexte dans lequel elle se trouve, contexte politique, et souvent, les autres formes de savoir sont négligées, les savoirs professionnels, les savoirs locaux, les savoirs communautaires. Et en ce qui me concerne, on travaille beaucoup avec les communautés autochtones qui ont un savoir qui est important, qui nous permet de voir des choses que nous ne voyons pas en tant que scientifiques. Et c'est l'association de toutes ces formes de savoir qui est important. Alors, je parlais de coproduction. Coproduction, c'est concevoir le projet. C'est ensuite aller sur le terrain et collecter des données ensemble. C'est les analyser aussi ensemble. Alors ça, c'est
l'étape la plus difficile peut-être à faire, et puis continuer aussi en disséminant notre savoir avec ces membres de la communauté. Et on a expérimenté de différents projets, travaillé avec des artistes qui expriment, qui font pas de la médiation scientifique, qui créent des objets qui touchent le public là où nous, articles, n'arrivent pas à le faire. Et quant à moi, j'ai travaillé avec la jeunesse. J'ai essayé de faire des projets où les jeunes sont intégrés du début à la fin. Et ça, je crois que c'est l'une des clés ou des réponses à cette, pour recréer du lien entre science et société. Et je fais un appel à tout le monde en disant faites de la science, même si vous n'êtes pas scientifique. Collaborez avec les scientifiques à tous les niveaux. Vous avez des passions, vous avez des idées, vous avez aussi des connaissances là où vous vivez. Et tout ça, ça peut être utile. Et c'est comme ça qu'on pourra faire que souvent les scientifiques, les disciplines se mélangent, se confondent. Il y a plus de... Moi, je vois, j'ai une climatologue maintenant. Elle fait de l'anthropologie, moi je fais de la climatologie, enfin voilà, on se mélange, et puis même y compris les membres des communautés avec qui on travaille, on ne voit plus la différence entre les scientifiques et ceux qui sont non scientifiques. Merci. Je m'étais donné la parole, après je te donnerai si ça ne t'en est pas. J'ai une question à François, oui. Par rapport à ce propos qui dit, que vous avez énoncé, qui dit que les scientifiques portent un projet politique, moi je me demande quels sont les moyens qui sont aujourd'hui possibles de mettre en œuvre pour lutter contre le monde grandissant des fake news et de tous ces pseudo-scientifiques qui prennent la place de la vérité. Je peux réagir maintenant ou plus tard? Moi, je veux bien rebondir sur le mot vérité, parce que je voulais vous demander, à vous, scientifiques, ce que vous pensiez de l'héritage d'Alexander Grothendieck, qui pose une question fondamentale dès le début des années 70. Allons-nous arrêter la recherche scientifique, qui a été précurseur dans énormément de domaines, dont l'écologie? Je voulais aussi rebondir sur ce que disait Jean-Michel, parce qu'il se trouve que j'ai travaillé avec Tino Sehgal, qui est un artiste internationalement reconnu, qui crée des situations, et qui est très très proche de Bruno Latour, que vous avez cité. Et puis je voulais demander aussi à Julia, désolé, j'ai plein de choses si elle connaissait les travaux de Patrizia Paterlini-Bresciot en hématologie, mais avec des répercussions sur le cancer, puisqu'elle est hématologue et elle est chef de service à l'hôpital Necker. J'ai connu Christian 6 mois, j'étais embauchée sous Bresciot, mais il est parti. C'est son épouse. Donc je n'ai pas connu. C'est son épouse qui a fait une découverte quand même incroyable, puisqu'elle dépiste la moindre cellule tumorale en circulation dans le sang, ce qui inverserait totalement le paradigme concernant le cancer. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 75% qui soit dévolu au traitement, il y aurait 75% de la masse de milliards qui serait dévolue, je la cite, au dépistage précoce. C'est-à-dire que peut-être là, il y aurait un espoir. Elle s'appelle Patrizia, elle est italienne de naissance, Paterlini, Bresciot, puisque c'est l'épouse de Christian Bresciot. Voilà. Mais donc, si je reviens à Grothendieck... Alors voilà, non mais c'est tout. Donc, juste parce que ce mot-là, Grothendieck, je peux pas... J'adore cet auteur, ce scientifique. C'est vrai que c'est vraiment une inspiration et toute l'audience, si vous êtes scientifique ou pas, il faut écouter ou lire Grothendieck en termes de réflexion sur la vie en général. C'est fascinant. Donc, son discours du CERN, en fait, faisait écho principalement aux sources de financement de la recherche. D'accord ? Donc, c'était un mathématicien brillant qui s'est révolté. Et en fait, il est sorti de son cocon, il s'est rendu compte de la réalité du monde en 1970 avec les guerres qui explosaient au Vietnam, l'essor du capitalisme, l'industrialisation et tout ça. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que je fous ? Je viens de découvrir le monde. Il a remis sa fonction complètement en question
Et effectivement, il s'est posé cette question, il a arrêté sa fonction de chercheur, et il a donné un discours ultra percutant au CERN en 1972. Allons-nous continuer la recherche scientifique par rapport aux recherches financées par le ministère de la Défense qui servaient à développer des armes destructrices, par exemple au Vietnam. Donc ça, c'est vrai que c'est un point quand même crucial, mais je le vois plus en termes d'éthique scientifique, de choisir nos sources par qui on va être financé. Donc la recherche fondamentale en France, elle est majoritairement financée par des agences gouvernementales françaises et européennes. Donc il y a très peu de ministère de la Défense qui intervient dans les financements. Ça en fait partie, certes, mais c'est à nous de choisir ou pas. Et il y a seulement 5% de la recherche fondamentale publique qui est financée par du privé. Donc c'est vraiment minoritaire aussi. Donc les chercheurs restent quand même indépendants, ça il faut le souligner. C'est quand même très important. Donc c'est rassurant. Grothendieck serait quand même content aujourd'hui peut-être de vivre avec ces chiffres-là. On est quand même pas complètement des huluberlus à accepter des contrats juste parce qu'on manque d'argent. Non, les recherches sont quand même bien financées en France et en Europe. Il faut quand même rester sobre et se satisfaire de ce qu'on a déjà. On vit dans un monde globalisé. Une réponse, peut-être, c'est le CNRS a rendu 2 avis. Le COMET, le comité d'éthique du CNRS, a rendu 2 avis, les 43 et 47. Le 43 dit qu'il faut faire de la question environnementale et climatologique une question d'éthique des recherches au CNRS. Fondamentalement, ça a été une révolution, parce que jusqu'à présent, la doctrine du CNRS, c'est pas à vous de vous poser les questions. Il faut comprendre quand même que la recherche publique en France, c'est une recherche délégative. Tous nos organismes ont été créés autour de la Seconde Guerre mondiale, mais ils ont tous été renouvelés après la Seconde Guerre mondiale, avec des missions très particulières. L'INRA à l'époque pour s'occuper de la remontée de l'agronomie, l'IFREMER pour s'occuper de l'outre-mer, le CEA pour nous conférer l'indépendance énergétique et militaire, etc. Et le CNRS était fait pour faire tout ce que les autres ne faisaient pas. Mais il y avait cette idée délégative. L'État garant du bien commun délègue aux chercheurs qui sont sous sa responsabilité le fait de faire de la recherche au service de la communauté, puisqu'elle est déléguée par l'État garant du bien commun. C'est ce modèle que tout le monde est en train de remettre en cause aujourd'hui, avec une idée derrière la tête, c'est que, là encore, je vais dire des tas de choses qui ne sont pas idéologiquement correctes. L'État n'est plus le garant du bien commun. Pour la plupart d'entre nous autour, nous ne faisons plus confiance à l'État pour déléguer aux organismes de recherche la recherche garant du bien commun. Donc, à partir de ce moment-là, le COMET disant il faut refaire de ces questions une question d'éthique, c'est-à-dire une question discutée à tous les niveaux, des groupements de chercheurs, aux structures, aux départements, etc., pour les remettre au cœur du processus, ça répond à votre question, c'est-à-dire de reprendre la main sur quelle recherche voulons-nous faire. Le 47, lui, c'est un peu plus technique, il parle des recherches duales, des recherches qui sont susceptibles de conduire à un risque majeur pour l'humanité, avec 2 exemples, gain de fonction en virologie et le déploiement des technologies de modification de l'aldébo terrestre, c'est-à-dire en gros des modifications de l'atmosphère qui permettraient d'atténuer le rayonnement solaire récupéré sur Terre. Et il donne un certain nombre de prescriptions sur ce qu'on peut faire. Mais l'idée est la même, c'est-à-dire de dire il faut que la communauté des chercheurs reprenne en main une partie de la réflexion sur quelle recherche voulons-nous faire. Ça répond en gros, une bonne partie des questions que vous posez relèvent autour de toute cette question. Quelle recherche voulons-nous faire? Et à quel point les chercheurs ont-ils une obligation morale, ce que vient de dire le CNRS à travers ces deux avis éthiques, et puis ils ne sont pas les seuls. Il y a le comité d'éthique en commun qui réunit un certain nombre d'autres organismes qui ont rajouté une couche. Les chercheurs ont un rôle qui est de reprendre la main sur la réflexion autour de cette question. Ils ont des outils. Et puis pour rebondir sur l'idée des co-constructions, oui, bien sûr, là encore, c'est quelque chose qui est essentiel là où ça peut se faire. Je veux dire, la microbiologie que nous faisons, ou la virologie en utilisant mes microscopes électroniques et l'analyse, est très peu susceptible d'entrer là-dedans. En revanche, la question des virus sur lesquels on va travailler, la question des sujets qu'on va mener, la question d'eux, ça c'est probablement aussi de bonnes questions. Il faut les rouvrir, il faut reposer, il faut accepter que les centres de recherche, en gros, soit on reste dans le mode délégatif, et dans ce cas, il n'y a pas de souci.
Dans le mode délégatif, nous fonctionnons parce qu'on nous demande de fonctionner à tel endroit, et puis parce qu'on nous donne de l'argent pour travailler là-dessus. Soit on remet en cause le mode délégatif. Et dans ce cas-là, il faut créer des moyens différents d'aller retisser des liens avec les gens et de poser aux gens directement les questions. On est dans un moment où c'est compliqué pour les chercheurs de l'admettre, mais le mode délégatif est en train de nous envoyer, pour beaucoup de chercheurs, quelque part où on n'a pas forcément envie d'aller. Donc ça signifie qu'il va falloir reconstruire effectivement d'autres réseaux, d'autres façons de fonctionner pour reconstruire du lien avec d'autres personnes qui ont un intérêt dans la science. Alors l'éco-construction, c'en est un. Moi, je fréquente depuis quelques années un endroit qui s'appelle les Utopiales de Nantes. C'est une grande convention où sont réunis tous les ans 200 personnes, 200 invités qui sont des chercheurs et des chercheuses de disciplines variées. Il y a beaucoup de sciences de type biologie, santé, physique, etc. Et il y a des SHS, peut-être pas autant qu'il en faudrait, mais il y en a, des philosophes. Et puis, il y a des auteurs et des autrices de SF. Et c'est organisé sous forme de tables rondes, qui ne sont pas des tables comme celle-ci, c'est des tables modérées, avec du public. Et l'intérêt, c'est que le public, il y a beaucoup de public. Il y a 100 000 personnes qui fréquentent les Utopiales sur 4 jours. Et dans une salle comme ça, vous avez 1000 personnes. Et donc le public participe. Il y a Pasteur, j'ai monté avec un groupe d'amis et de collègues un événement qui s'appelle Recombinaison, vous recevrez les annonces, qui vise à construire sur 2 jours, quelque chose comme ça, sauf qu'on donne beaucoup plus la parole au public et on se débrouille pour parler de sujets un peu comme les vôtres, soit des sujets techniques, soit des sujets plus larges, avec cette idée. Il faut effectivement qu'on reconstruise des réseaux d'alliances. Il faut qu'on reconstruise des réseaux de réflexion sur ce qu'on fait, sur les sujets, et il faut accepter l'idée qu'il faut que les chercheurs se forment à cette idée qu'ils n'ont pas forcément la capacité à décider tout seuls dans leur laboratoire des choses, et que aller discuter avec des gens qui représentent soit des parties prenantes, soit des parties réfléchissantes, ça peut être extrêmement utile. Une fois de plus, c'est pas le public, entre guillemets, qui va venir dépouiller mes images de microscopie électronique, ni même faire les manips. En revanche, discuter en amont ou en aval de ce que ça signifie, de ce qu'on en fait, pas dans « je vais vous expliquer ce que ça veut dire », mais peut-être avez-vous une idée sur la raison pour laquelle je fais telle ou telle chose. Maintenant, il faut aussi se méfier. Les sciences participatives et la co-construction peuvent conduire dans des endroits où on n'a pas du tout envie d'aller. C'est-à-dire qu'il y a quand même toute une série de questions qui ont pu être posées et imposées par la pression publique et qui n'étaient pas du tout de bonnes questions. Donc après, il y a un jeu compliqué de négociation entre certaines questions qui sont, je veux dire, l'extrême droite aussi, pourrait très bien poser des questions, entre des questions qui sont soit absurdes, soit illégitimes, et la communauté scientifique. Donc ça ne peut pas être non plus un changement radical du positionnement. Ça doit devenir une négo. Et une négo avec des gens qui partagent des valeurs, avec des gens qui déjà, une fois de plus, partagent cette idée que le réel existe, pour me répéter, et avec un respect mutuel, mais avec une négo. Oui, on a envie de rêver. Peut-il exister une éthique mondiale de la science? Non, c'est pas envisageable. Elle existe déjà? Est-ce qu'elle est suivie? Elle est suivie, oui, jusqu'au Covid. En fait, l'OMS et l'éthique des agences d'éthique avaient demandé à la Chine de rendre des rapports sur les conditions de laboratoire pour trouver le premier patient. Certains ne remplissent pas les règles ou ne répondent pas au commitment. Mais elle existe. Pour raffiner la question, il y a un film célèbre qui s'appelle Le jour où la Terre s'arrêta, pas le remake, celui de 1954. À la fin un vaisseau spatial arrive et dit aux États-Unis, avec un gros robot qui sort, voilà, vous êtes en train de faire n'importe quoi avec la bombe atomique, si vous n'arrêtez pas tout de suite, dans 48 heures, mon robot détruit la Terre. Et le film se finit parce qu'un savant américain prend son téléphone, appelle son homologue russe, on est en 54, en pleine guerre froide, et lui dit il faut qu'on fasse quelque chose, et il y a un congrès mondial de savants qui se met en place, et eux vont faire en sorte que... Je veux dire, dans ces années-là, on vit sur une fiction qui n'est pas tant une fiction que ça, qui est que la science est supranationale et universelle et transcende les questions bassement politiques.
Ça correspond aussi à quelque chose qui s'appelle les normes mertoniennes. Il y a 4 normes qui ont été édictées par quelqu'un qui s'appelle Robert Merton dans ces années-là, et qui est un très très grand sociologue des sciences, et qui définissent l'éthos de la science, avec l'idée que c'est cet éthos de la science qui protège la science du reste de la société. Il dit il y a le noyau dur, c'est la vérité, il y a l'appareil scientifique qui sert à la produire et à la protéger, puis le reste du monde, et il faut un éthos, une éthique, à la science pour protéger la science et la vérité de justement tout le reste. Dans les années 90, ça explose. C'est là où il y a ce célèbre article qui promeut une autre façon de faire de la recherche, qui met à bas les normes mertoniennes, enfin qui vise à mettre à bas les normes mertoniennes pour lui substituer d'autres normes qui sont non plus disciplinaires mais transdisciplinaires, non plus l'universalisme mais le fait qu'elles sont propriétaires, le désintéressement contre le fait qu'elles sont pilotées, etc. Enfin bref. Il y a toujours une tension entre ces différentes normes. N'empêche que fondamentalement aujourd'hui, il y a quand même cette idée que ce qui fonde la science, c'est un certain nombre de principes, y compris les normes mertoniennes ne sont peut-être pas l'alpha et l'oméga, mais qui tournent quand même autour, et que si jamais on en sort, on ne sait pas vraiment à quel prix on va payer. Donc globalement, même s'il y a des tas de tensions aujourd'hui, on a hybridé la science avec tout plein de choses, ce qui pose des tas de soucis, la science continue à fonctionner autour d'un certain nombre de normes qui sont partagées. Alors, si j'ai une minute, un exemple, c'est ce qui s'est passé au moment de la naissance de Loulou et Nana. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est 2 enfants chinoises qui ont été mises au monde après avoir été modifiées génétiquement, donc avoir subi une mutation génétique. Un chercheur chinois qui avait fait une mutation génétique et il avait fait sauter 2 tabous. Le premier, c'est qu'on avait le droit de faire des travaux sur les embryons, mais ces embryons ne devaient jamais aller à terme. Il a fait des travaux sur un embryon et il l'a amené à terme. Et la deuxième, c'est qu'aucune modification génétique réalisée dans le cadre de thérapie génique ne doit pouvoir être transmise à la descendance. Donc aucune ne doit atteindre la lignée germinale. Sauf qu'en modifiant l'embryon, bien évidemment, il modifiait aussi la lignée germinale. Il y a eu là un moment bizarroïde, c'est-à-dire que dans un premier temps, il a annoncé ça par des voies très très détournées. On a eu l'impression qu'il n'avait pas pu faire ça autrement qu'en ayant l'accord des autorités chinoises. On ne voit pas comment vraiment il aurait pu. Et dans un deuxième temps, il a été démis de ses fonctions, il a été mis en tôle, etc. Enfin bref, c'est pas vrai parce qu'aujourd'hui il dirige une boîte, mais et on peut supposer que la réprobation universelle du reste de la communauté scientifique a suffi à faire reculer la totalité de cette chose. Ce qui veut dire que, à ce moment-là, il s'est joué quelque chose qui semble dire qu'il y avait encore une capacité de la totalité de la communauté scientifique au niveau de la planète d'exercer une pression morale suffisante pour faire en sorte qu'un pan de recherche soit interdit. On ne sait pas, ou pas, mais ça milite quand même dans l'idée qu'il reste encore une forme d'éthique globale de la recherche visible, parce qu'il y a toute la recherche non visible, la dark science, tout ce que vous voulez, ça, par définition, on ne sait pas. Mais bon, on est un certain nombre à penser que ça ne peut pas exister très longtemps, une dark science, parce que coupé du reste, ça ne peut que dégénérer. Donc on espère que ce n'est pas quelque chose de viable. Mais là, c'est un pari. Pour rebondir un peu sur cette histoire d'éthique, il faut savoir comment la communication scientifique se fait. Donc normalement, les principales voies de communication, c'est ce qu'on appelle les publications scientifiques, auxquelles ont été associés pendant longtemps un certain nombre de critères de déontologie, puisque c'est l'évaluation des travaux par ce qu'on appelle les pairs, donc des gens compétents dans le domaine, qui sont censés identifier si le travail a été fait dans les règles de l'art et les interprétations, etc. Parce que ce que cite François, c'est un peu l'écume. C'est des choses comme ça. On a vu la même chose au moment du clonage, qui s'était fait d'abord sur les animaux, et pareil en Chine, il y avait aussi quelqu'un qui prétendait faire du clonage humain. Donc c'est ce qui va choquer, on va dire, l'humanité. Mais dans la production quotidienne du savoir, l'éthique, elle est censée être là. Cependant, c'est quelque chose qui n'est pas complètement trivial, puisqu'on se rend compte que cette pression de publication, puisque c'est comme ça qu'on juge si un scientifique est productif ou pas. Un de nos anciens présidents a dit que les chercheurs étaient venus là parce que c'était chauffé et qu'on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, et que
Voilà. En fait, ça doit valider le processus de production de connaissances, mais ça a engendré un milieu économique qui s'enrichit sur la possibilité de faire des publications, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que les chercheurs payent les journaux pour publier leurs, pas forcément tous, mais une grande majorité, les découvertes qu'ils ont faites, et que les chercheurs payent aussi pour accéder au contenu des journaux. Et donc, il y a une économie de la production scientifique qui s'est mise en place et qui a été exponentielle dans les quelques dernières années, avec la création de journaux, de revues dites prédatrices, qui permettent à un certain nombre de personnes de publier avec une évaluation absolument pas sérieuse, donc qui pose des vraies questions. Donc normalement, oui, il y a une éthique. Je rejoins aussi ce que disait François, la connaissance, c'est quelque chose qui est universel et qui est jugé. Donc l'évaluation, c'est pas par les copains du labo d'à côté, c'est dans le monde entier que ça se passe. Les productions sont évaluées par des gens de tous les autres pays et vice-versa. Nous évaluons le travail des collègues des autres pays. Mais il y a des dérives financières qui font que on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont produites qui n'ont pas été vérifiées correctement. Se rajoute là-dessus la production par l'intelligence artificielle de contenu en un clin d'œil que des gens peuvent détourner pour faire la production de publications sans réel contenu. C'est des risques qui pèsent aussi sur la crédibilité de notre activité et sur lesquels il faut être très très vigilant. Donc, pour quand même avoir une vision positive de la science et rebondir sur ce que dit Renaud, donc ces faux papiers qui sont générés par l'intelligence artificielle, on peut dire à l'IA, écris-moi un sujet sur ça, génère-moi des figures, je l'envoie, je le soumets. Et en fait, on paye une agence ou l'agence nous paye en tant que scientifique pour générer un faux papier. Donc le faux, il est de la synthèse du papier jusqu'à sa publication. D'accord ? Mais ça représente un pourcentage minime, d'accord ? Donc, sur 10 millions de papiers qui sont générés par an en life science, d'accord, c'est moins de 0,5% qui sont les paper mills et les papiers rétractés. Donc, globalement, la science va bien quand même aussi. Il faut le souligner qu'on est quand même ultra bien financé. Il n'y a pas que les sciences appliquées qui sont financées. La science fondamentale encore perdure de façon importante. Et les fake papiers, ça représente un pourcentage minimal, et les maisons d'édition aussi sont capables de les détecter parce qu'elles évoluent évidemment avec l'IA. Donc elles développent des outils qui sont capables de détecter des faux papiers, des vrais papiers. Donc il ne faut pas avoir non plus une inquiétude grandissante et on ne va pas rajouter une dose d'anxiété à la science. Donc restons quand même positifs. Moi je suis beaucoup plus inquiète pour le recrutement de jeunes chercheurs parce que là on est tous d'un certain âge. Nous, ce qu'il nous faut, c'est des jeunes qui viennent travailler dans les labos. D'accord ? Ça, c'est vraiment un problème fondamental, parce que si on n'assure pas la relève des chercheurs, c'est ça qui conduit à la perte de la recherche. Donc, pour motiver les jeunes à faire de la science, filles et garçons, et they, donc ceux qui sont ni filles ni garçons, on invite tout le monde, on est des institutions complètement neutres, des personnes de tous les pays, aussi bien des Palestiniens, des Israéliens, des Russes, des Ukrainiens. En ce moment, les conflits sont très tendus. On n'a pas le droit à exposer ou à prendre parti dans des conflits politiques. C'est comme l'art, on accueille vraiment tout le monde et on voudrait, former et faire participer des jeunes, mais c'est très dur maintenant de les motiver parce que l'apprentissage est long, difficile, il faut un goût à l'effort et les salaires ne sont pas non plus ultra valorisants par rapport à peut-être gagner mieux sa vie par d'autres moyens. Voilà, je pense que l'appel d'offres est différent et donc ce ne sont pas des voies nécessairement qui attirent les jeunes. Et ça, on essaye de changer ça. Et pour rebondir à votre question, c'est vrai qu'on accueille des étudiants, mais de tous les niveaux, depuis la 3e, des stages de seconde. Donc l'Institut Pasteur a des formations et des modules d'accueil. Donc si vous avez des enfants qui veulent faire, ou vous connaissez des enfants de 3e qui cherchent des stages, vous pouvez les envoyer à l'Institut Pasteur. On fait une demande de convention de stage avec leur collège et c'est tout à fait possible.
il y a des stages de seconde, après on reprend en BTS, des personnes de l'IUT, c'est vraiment graduellement tous les niveaux jusqu'à après évidemment des étudiants de l'université. Donc voilà, je tenais quand même ça à souligner parce que si vous connaissez des jeunes qui sont intéressés, même pour découvrir, venir une semaine, on peut faire des passes à la journée, juste en observation, c'est aussi possible, juste découvrir ce qu'est un laboratoire. Vous n'êtes pas obligé de vous commettre à faire un stage de 6 mois ou un an. Vous pouvez juste trouver un contact à l'Institut Pasteur ou même vous pouvez prendre mon contact si vous voulez passer voir l'Institut à quoi ça ressemble ou un labo de recherche. On peut faire un badge invité et vous pouvez venir voir par curiosité ce que c'est, quoi. Donc c'est aussi par ça qu'il faut commencer, quoi, une invitation à la science. Voilà, je voulais juste préciser ça. Oui, je voulais poser une question concernant la diffusion de l'information scientifique et technique. Et je prends comme référence un outil tel que Wikipédia, qui est un outil, si j'ai bien compris, qui reste quand même collaboratif, avec un système de contrôle et de validation de l'information avant qu'elle soit complètement diffusée. Ce qui veut donc dire qu'elle participe malgré tout à la compréhension pour Monsieur Tout-le-Monde, dont je fais partie, sur l'information qui circule pour essayer de se faire un bagage minimal de compréhension des événements qui sont autour de nous. Et je suis assez inquiet sur une réaction que j'ai lue dans un journal très crédible français qui parlait d'une stratégie d'Elon Musk qui voulait supprimer ce genre de médias en disant ça ne sert à rien, et grâce à l'intelligence artificielle et aux travaux collaboratifs des intelligences artificielles, on arrivera à produire une information qui sera bien meilleure, bien plus facilement compréhensible. Et j'ai peur dans ces cas-là que ce soit le monde entier qui perde un petit peu sa boussole. Oui, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Déjà sous Reagan, la droite américaine disait « mon ennemi, c'est l'université ». Bon, donc, je vais dire, on se retrouve effectivement dans un conflit de cette nature-là. Et Wikipédia, d'abord, il y a probablement un enjeu économique pour Elon Musk, c'est plus intéressant qu'on utilise son système que Wikipédia, sachant que du point de vue énergétique, c'est quand même infiniment plus intéressant d'utiliser Wikipédia qu'une intelligence artificielle. Mais surtout, oui, Wikipédia est une œuvre collaborative, un modèle de diffusion qui est extrêmement vertueux. C'est une vérification enfin pas automatique, c'est une vérification au vol. Ce qui est différent de ce qu'on décrivait, mais ce qui est un système qui a été aussi pensé pour les publications scientifiques. C'est-à-dire de dire, il n'y a peut-être pas de raison de faire du peer review. C'est quelque chose qui est extrêmement coûteux, c'est très compliqué, on ne trouve pas les gens. Il y a 7 millions de publications qui sont publiées tous les ans, il n'y a pas moyen de les relire. Sur ces 7 millions, il y en a tout un tas. Enfin bref. Donc, on pourrait imaginer, on met les revues, les papiers en ligne, ce qui se fait de plus en plus à travers des choses comme BioArchive, à travers les archives. Et puis juste, les gens réagissent et les papiers qui ne sont pas lus disparaîtront d'eux-mêmes et on se fout de savoir s'ils sont vrais ou faux. Les papiers qui sont lus, et de toute façon, il y a des gens qui viendront dire « moi je suis d'accord, je ne suis pas d'accord », étayer. Il ne s'agit pas de dire « je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord », il s'agit de ramener quelque chose. Donc le modèle Wikipédia est probablement un modèle extrêmement vertueux, sauf que c'est l'archétype de ce que le web voulait être il y a de ça une vingtaine d'années. Et ce que vous dites, c'est bien le combat actuel qu'il faut mener, mais ça se mène au niveau de Wikipédia, mais moi je pense que ça se mène au niveau de la science, c'est-à-dire de dire qu'il y a des tas de gens qui globalement veulent liquider toute cette approche-là. Donc c'est exemplaire du combat, de l'enjeu actuel autour de cette idée de ce que la science est un enjeu, et que le savoir et que le réel est un enjeu. Mais il n'est pas perdu, hein. D'accord avec Julia, il faut se battre, mais il n'est pas perdu. Juste réagir sur la question de Jean-Pierre. En fait, la collectivité de la recherche et de la connaissance, ça veut dire quelque chose. Et par rapport à ce que disait François, que c'était pendant très longtemps pris en charge essentiellement par les gouvernements, en ce moment, moi, je suis moins optimiste que toi, Julien. Moi, je vois vraiment beaucoup de dangers qui pèsent sur la recherche. Et je voudrais en citer un. Les États-Unis qui ont... Parce que tu as cité les accords de Lisbonne qui, sous une
contrainte productiviste et économique, mais c'était aussi normalement un engagement des États à verser 3%, atteindre 3% de leur PIB pour financer, ce qui n'a pas été fait, parce que c'était la recherche militaire non comprise. Et donc on ne les a jamais atteints en France, ces accords de Lisbonne. Et il y a des pays qui mettent en place des ressources pour l'ensemble de la communauté. Donc, indépendant, Wikipédia, moi je pense que c'est un très bon outil et pas du tout à un niveau basique. Hein. Il y a des choses qui sont très très pointues dans Wikipédia, donc moi je recommande chaudement d'utiliser cet outil. Mais il y a des choses plus réservées aux spécialistes qui ont été mis en place par des financements publics américains sur lesquels le président Trump est en train de revenir en empêchant que des données, on va dire, universelles de la science soient accessibles pour des questions idéologiques. Donc le modèle actuel, on voit qu'il n'est pas du tout indépendant de pressions fortes qu'on pourrait faire, et c'en est un autre exemple. Voilà, je vais m'arrêter là. Oui. Alors, sur Wikipédia, je vais vous décevoir, mais il y a quand même un biais sur Wikipédia, c'est-à-dire que des personnes qui questionnent et qui ne rentrent pas dans un consensus, dans une pensée dominante, si vous voulez, bien leur, comment on appelle ça, enfin leur portrait sur Wikipédia s'en trouve très très largement modifié, mais pas dans le bon sens. Donc il y a malgré tout chez Wikipédia une force aussi qui agit pour aller dans un sens, mais voilà, qui n'admet pas la controverse, le débat, voilà. Bon. Non, mais elle existe aussi, malheureusement, sur Wikipédia. Elle existe aussi, c'est-à-dire qu'il suffit que quelqu'un ne pense pas, ne s'inscrive pas dans une pensée dominante ethnocentrée, si vous voulez. Par exemple, vous parliez de science-fiction et de Liu, je parlais de Liu Cixin. Non. Par exemple, il a été pourfendu pour avoir sur les Ouïghours une position évidemment différente. Il est chinois. Donc, je veux dire, on ne peut pas demander au monde entier de penser comme nous. L'autre est différent de nous, il a le droit de penser différemment de nous. Donc sa fiche Wikipédia s'en est trouvé affectée. C'est un scientifique de formation, de renom, ingénieur de formation. Ensuite, c'est aussi un écrivain de science-fiction mondialement reconnu. Enfin, je vous laisse découvrir le problème à trois corps. C'est juste... Bon, vous sembliez connaître François. Vous confirmez que Liu Cixin n'est pas quelqu'un de, je sais pas, d'inintéressant dans le travail. Voilà, et bien sa fiche Wikipédia, relisez-la, je l'ai relue à l'instant, elle est mise à mal par une prise de position du fait même qu'il est chinois. Mais je veux dire, quand on est anthropologue, quel que soit le domaine de recherche, le point de vue de l'autre et dans sa différence doit être admis sans que cela fasse qu'on le pourfende. Enfin, voilà. Moi, je voulais réagir juste sur une équivalence que vous avez faite, comme ça, dans la foulée, sur laquelle peut-être c'était une forme de rapidité, mais consensus et pensée dominante, pour moi, c'est pas tout à fait identique. Hein. Je n'ai pas parlé de consensus. Si. Non. Si. C'est un mot que je n'utilise pas en général. Mais... Là, vous l'avez utilisé dans faire votre surprise, j'ai bien. Oui, d'accord. C'est consensus social. Alors justement. Et consensus scientifique, c'est démontrer. Oui. On parle de pensée dominante, d'un consensus social qui est utilisé par des complotistes, en fait, c'est ça. Justement, c'est fondamental. Par des gens qui n'ont pas confiance ou se méfient, ou qui marchent par l'opinion ou les croyances. Alors, dites-nous la différence entre les deux. Exactement, c'est très différent. Dites-la nous. Je ne sais pas si j'ai une réaction au sens où, je veux dire, on peut essayer d'imaginer différents... Enfin, je veux dire, soit vous considérez qu'il devrait y avoir une autorité qui va rédiger une fiche, entre guillemets, objective de Liu Cixin, publier cette fiche objective et elle fait référence. Mais qui est cette autorité et qui a le droit de... Soit vous considérez que vous mettez en ligne un objet qui est amendable au vol,
Ce que vous faites, c'est que vous témoignez du fait, là, que quelqu'un, un groupe de personnes, n'est pas d'accord avec les positions prises par Liu Cixin sur un problème. Si jamais ils en ont profité pour dire que Liu Cixin était un très mauvais auteur de science-fiction et n'a pas écrit une œuvre majeure, ça serait débile, d'autant plus qu'ils l'ont probablement reconnu. Donc, je vais dire, je ne suis pas sûr que ça... Je ne suis pas sûr que ça ait... comment dire? Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller au-delà du problème que vous posez. Et par ailleurs, si on doit faire un choix, la vérité officielle, entre guillemets, est problématique. La science, effectivement, est consensuelle, sachant qu'il y a... Enfin, je veux dire, c'est pas si simple que ça. La science, on lui reproche aussi d'être terriblement conservatrice. Le scepticisme organisé, la dernière des normes qui correspondent au jugement par les pairs, ça veut dire, vous arrivez avec un truc nouveau, peut-être, très bien, prouvez-le moi, sinon, vous repasserez. Donc, le principe de la science, c'est je suis conservatrice jusqu'à ce qu'on m'oblige à bouger. Bon, une fois, il faut pousser plus ou moins fort. Donc, dans le cas de Wikipédia, c'est peut-être la même chose, j'en sais rien. Aucun de ces systèmes n'est parfait. C'est des systèmes humains qui visent tous à essayer de faire quelque chose, c'est de rendre un ensemble de faits à un moment donné, qui sont plus ou moins vrais, parce que certains des faits énoncés à un moment donné ne sont pas vrais, ou sont approximatifs, etc., qui sert à en faire un objet cohérent, un objet de référence, un objet sur lequel on peut s'appuyer pour prendre des décisions, pour comprendre le monde, pour aller au-delà. C'est totalement imparfait parce que c'est des constructions humaines. C'est le moins imparfait peut-être, c'est comme la démocratie, des systèmes qu'on puisse imaginer. Wikipédia est un objet extrêmement vertueux parce qu'il fait appel au bénévolat des gens, qui est gratuit, qu'il met en ligne des choses parce que les gens peuvent modifier. Mais quand vous modifiez, vous signez. Vous ne pouvez pas modifier sans signer. Donc la personne qui a écrit, on sait qui elle est. Les modérateurs de Wikipédia savent. Donc qui est un système évolutif et qui voilà, mais qui est un système signé, donc où chacun écrit sa contribution. Ça paraît pas mal. Moi, si je peux donner un conseil, c'est effectivement d'abord de venir à l'Institut Pasteur ou visiter un centre de recherche. C'est aussi de rédiger dans tous vos domaines de compétences à vous des articles dans Wikipédia. C'est le meilleur moyen de sauver cette institution. C'est si vous avez un savoir quel qu'il soit, écrivez une fiche. Et puis, bah, elle est lue, elle n'est pas lue. On verra bien. Mais voilà. Merci. On arrive au terme du débat. On a une dernière question et après... Oui, sur le fait de la science doit-elle être crue ou comprise, j'étais assez étonné et je mesurais le chemin à parcourir quand je regardais le dernier rapport du baromètre de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Il y a beaucoup de développement, mais pour arriver à une conclusion, 38% des sondés ne croient pas que le changement climatique soit dû à l'activité humaine. 38%. Alors là, la réponse, elle est très simple. La réponse, c'est que si vous allez aux États-Unis, vous vous apercevez que ça dépend totalement de savoir si vous êtes démocrate ou républicain. Et en France, ça va dépendre totalement de savoir si vous votez plutôt à gauche ou plutôt à droite. Ce qui veut dire que ce n'est pas une position liée à la science, c'est une position liée à la personne en face. Elle n'a pas envie de... Et vous aurez beau essayer de la convaincre, vous ne la convaincrez pas parce que ses intérêts et sa vision du monde est contradictoire avec ça. Et c'est bien ce que je vous disais au début de mon point de vue, c'est-à-dire que le combat primaire, il est certes de faire diffus, il est certes d'expliquer la science, il est certes, etc., mais que c'est à un autre niveau que se joue le combat, qui est de dire, si vous ne croyez pas en la science, en fait, en gros, la question n'est pas de persuader les gens de croire en la science. La question est de leur dire, vous faites ce que vous voulez, mais si vous ne croyez pas en la science, vous en paierez les conséquences. Nous sommes les seuls capables de vous garantir le futur, tout immodestement que nous sommes. Nous sommes les seuls capables de vous donner des outils pour ne pas vous faire tuer. Voilà. Alors il y a un petit nombre de gens qui sont persuadés qu'ils échapperont. Tous ceux qui se construisent des îles, qui vont avoir des abris souterrains, qui pensent qu'on vit très bien à quelques dizaines de milliers dans des zones protégées avec des millions d'esclaves et que, comme l'a expliqué un jour, j'ai un frère qui est diplomate, il était consul de France à Houston, il discutait avec un ami, il parlait du réchauffement climatique. L'ami lui disait, on mettra des climatiseurs, on mettra plus, ça perturbe le climat, ça va réchauffer. Mon frère lui a dit, il y aura des migrations, et le mec lui a dit, c'est pour ça qu'on a la bombe. Donc, ce que je veux dire, c'est que la vraie question, c'est pas tellement de dire aux gens, c'est de convaincre les gens de croire à la science, c'est de leur expliquer ce qui va se passer s'ils n'y croient pas. Voilà. Et très immodestement, nous sommes les seuls capables de permettre aux gens de calculer, à tant soit peu, les conséquences des décisions prises. Si on refuse ça, on en payera le prix. Sauf que dans
la question, il manque le Q apostrophe et qu'anthropique s'écrit de deux façons. Oui, n'est-ce pas? C'est Marc. Moi, je ne vais pas poser une question, je veux faire une annonce. Ah, bon, on va s'arrêter. Tu veux conclure? Merci. On va conclure le débat. Une annonce. Le débat est conclu. Le débat est conclu. Donc je fais une annonce relative aux sciences participatives. Il a été beaucoup question des sciences participatives, donc je fais une annonce qui intéresse les gens qui habitent ici, puisque les rencontres nationales des sciences participatives se tiendront en Île-de-France, en région centre, les 23 et 24 septembre 2026, à Orléans, pendant 2 jours. Vous pourrez échanger et réfléchir autour d'une problématique commune, le rôle transformateur des sciences participatives. Ces journées sont co-organisées par le collectif national Sciences participatives Biodiversité et le collectif Vigimer. Ils bénéficient du soutien financier de l'Office français de la biodiversité et de la Fondation de France. Et je voudrais juste ajouter que concernant ces sciences participatives, il a été dit que c'était essentiellement des collectes de données et qu'elles étaient gratuites. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait une certaine suspicion sur le fait qu'elles soient gratuites. Et pour ma part, la gratuité est une valeur très importante. Et je ne crois pas que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Merci, Montana. Oui, avant de parler de notre prochain rendez-vous, je voulais dire une petite phrase quand même. Dans une société démocratique, protéger la science, c'est protéger la vérité, la raison et la liberté. Donc notre prochain rendez-vous, c'est le 15 février. Nous échangerons sur l'art urbain avec des street artistes qui seront présents à ce débat. Il y en a quelques-uns déjà ici. Maintenant, nous vous proposons de continuer des échanges informels autour d'une boisson et des petits gâteaux.